la véritable histoire de la mafia sicilienne, crime, pouvoir et silence. Quand tu entends le mot Sicile, quelle image se forme dans ton esprit? Pour des millions de personnes à travers le monde, la réponse est immédiate. La mafia. Il ne s'agit pas d'une invention d'Hollywood ni d'un mythe populaire, mais d'un réseau criminel réel, sophistiqué, et pendant des décennies, pratiquement intouchable. Un empire de sang et de silence. Une organisation avec ses propres lois, son propre code d'honneur, et une seule règle qui gouverne tout: ne jamais parler. La mafia sicilienne, connue en interne sous le nom de Cosa Nostra, n'est pas simplement un groupe de délinquants. C'est une structure hiérarchique, fermée, avec des rituels, des serments de sang, et une histoire aussi ancienne que complexe. Elle contrôle tout, du trafic de drogue à l'influence politique, de l'extorsion jusqu'au meurtre commandité. Pendant des décennies, son existence n'était qu'une ombre, une suspicion sans preuve. Les films comme Le Parrain ou Les Affranchis nous ont donné une image romantique du mafieux. L'homme de famille, le protecteur du quartier, l'anti-héros. Mais la réalité est bien plus sombre. Pour comprendre comment cette organisation est née et pourquoi elle a réussi à s'enraciner si profondément dans la société sicilienne et même dans la politique italienne, il faut remonter à ses origines. On y découvre un contexte de pauvreté, de violence et de pouvoir mal réparti. Un terrain fertile pour la naissance de l'un des groupes criminels les plus dangereux du XXe siècle. Tout au long du XXe siècle, la culture sicilienne et la mafia se sont tellement entremêlées que, pour de nombreux observateurs extérieurs, il était impossible de distinguer l'une de l'autre. Dans les années 1960, un écrivain britannique décrivit l'instinct mafieux comme une partie de l'inconscient collectif de la Sicile. Une mentalité archaïque, marquée par l'orgueil, l'honneur personnel et une profonde méfiance envers l'État. Et cela convenait parfaitement à la mafia. Si tous les Siciliens réglaient leurs conflits sans recourir à la loi, si la violence était perçue comme une réponse naturelle à la déshonneur, alors, comment distinguer les véritables criminels? Selon un vieux proverbe italien, si tout le monde est coupable, personne ne l'est. La mafia se dissimula dans l'identité culturelle du peuple, projetant l'image qu'elle n'existait pas en tant qu'organisation secrète. Ce n'était qu'une invention d'étrangers qui ne comprenaient pas la réalité sicilienne. Ce fut l'une des stratégies de propagande les plus efficaces de son histoire. Pendant des décennies, ce rideau de fumée fonctionna. Les enquêteurs soupçonnaient, les journalistes pressentaient, mais aucune preuve concrète n'existait. La Cosa Nostra n'était qu'un murmure, une rumeur. Jusqu'à ce qu'en 1982, Tommaso Buscetta brise le silence. Buscetta fut le premier grand pentito, un mafieux repenti qui accepta de collaborer avec la justice. Face au procureur anti-mafia Giovanni Falcone, il révéla la structure, les noms, les crimes. Pour la première fois, le mythe devint une évidence. La Cosa Nostra cessait d'être une légende pour devenir un fait judiciaire. Cependant, même aujourd'hui, déchiffrer entièrement le fonctionnement interne de la mafia reste une tâche monumentale. Par sa propre nature, c'est une organisation faite pour se dissimuler, effacer les traces et faire taire les témoins. Ce que tu t'apprêtes à découvrir est le résultat d'années d'enquête, de témoignages judiciaires et de documents officiels. Il n'y a pas de place pour le romantisme, ni pour la spéculation, seulement les faits. Aujourd'hui, le terme mafia s'est mondialisé. On parle de mafia russe, de mafia chinoise, et même de mafia locale dans différentes régions du monde. Mais tout a commencé en un seul lieu, la Sicile. Cette île méditerranéenne, en forme de triangle jeté à la mer par la botte italienne, n'a pas seulement donné naissance à une organisation criminelle, mais aussi à un concept qui a franchi les frontières. L'origine étymologique du mot mafia est incertaine. Certains linguistes suggèrent qu'il provient du dialecte toscan, où il signifiait courage ou audace. D'autres pensent que sa racine est arabe, héritée de la période d'occupation musulmane en Sicile, Mayas, qui évoque la vantardise et l'arrogance. Il y a aussi ceux qui le relient à Maafir, une ancienne tribu qui domina la région de Palerme. Quelle que soit sa véritable origine, une chose est certaine. Le mot mafia est devenu un terme générique. Un mot qui n'a plus besoin d'explication, comme Google pour les recherches ou Coca-Cola pour n'importe quel soda.
Mais voici la nuance importante. Les véritables membres de l'organisation n'utilisent jamais ce nom. Entre eux, la dénomination est autre, Cosa Nostra, notre chose. Une manière subtile, presque poétique, de décrire un réseau de crimes, de faveurs, de pactes de sang et de mort. Lorsque Tommaso Buscetta commença à parler, il précisa que le concept de « mafia » était, en partie, une construction externe, une étiquette. Pour ceux qui faisaient partie de cette société secrète, les termes acceptables étaient autres. Société honorable, homme de respect, homme d'honneur. Des mots soigneusement choisis. Car pour eux, le crime n'était pas un acte de vandalisme. C'était un mode de vie. Un serment. Une structure avec ses propres règles et des conséquences fatales pour celui qui osait les enfreindre. Pour comprendre comment est née la Cosa Nostra, il ne suffit pas d'analyser la criminalité. Il faut d'abord regarder l'histoire. Et, curieusement, l'un des responsables indirects fut Napoléon Bonaparte. Au XIXe siècle, la Sicile était une terre marquée par des siècles de domination étrangère, romains, byzantins, arabes. Mais ce furent les Romains qui imposèrent un système féodal, divisant l'île en grands domaines, contrôlés par une aristocratie puissante, dotée d'armées privées et d'une justice à sa mesure. Tout changea avec les guerres napoléoniennes. Tandis que Napoléon s'étendait à travers l'Europe, les Britanniques intervinrent en Sicile pour protéger leurs routes maritimes. Ils établirent des forteresses, renforcèrent leur présence diplomatique et affaiblirent l'autorité des seigneurs féodaux. La conséquence fut inattendue. Les barons commencèrent à vendre ou à louer leurs terres, et avec l'abolition du droit d'aînesse, la terre cessa d'être concentrée entre les mains de quelques-uns. En quelques années, des milliers de paysans devinrent propriétaires de parcelles. En 1860, lors du processus d'unification italienne, Giuseppe Garibaldi débarqua avec son armée, et les 3/4 de la population votèrent pour rejoindre le royaume d'Italie. Mais le nouvel ordre apporta le chaos. L'aristocratie n'avait plus besoin de ces anciens hommes armés. Les lois féodales furent remplacées par une justice étatique, qui n'existait presque pas. Il y avait plus de propriétaires que jamais, mais presque aucun policier pour les protéger. Dans toute la Sicile, avec une superficie de 26 000 km², il n'y avait que 350 agents de l'ordre. Certains villages pouvaient passer des mois sans voir un seul officier. Les conflits de limites, de contrats et de vols se multiplièrent. Les prix augmentaient, la pauvreté croissait, et les anciens soldats des barons restaient libres et armés. Dans ce vide de pouvoir, la mafia commença à prendre forme. Mais l'histoire ne s'arrête pas à la terre. Un ingrédient inattendu acide et rentable finit de catalyser la naissance de la mafia, les citrons. Au milieu du XIXe siècle, une expérience médicale changea l'économie mondiale. Le docteur James Lind découvrit que le jus de citron pouvait prévenir le scorbut. Une maladie qui décimait les marins européens, cette découverte provoqua une fièvre des agrumes. La marine britannique commença à importer des tonnes de jus du sud de l'Italie, et particulièrement de Sicile. En peu de temps, les vergers de citronniers devinrent de véritables mines d'or, mais avec la richesse vint le danger. Les routes étaient peu sûres. Le nombre d'agressions augmentait. Et n'oublions pas, des centaines d'hommes armés anciens, gardes des seigneurs féodaux, erraient librement, sans loi ni salaire. Les paysans et les commerçants, désespérés, commencèrent à engager leur propre sécurité. Ils formaient des bandes de jeunes armés qui poursuivaient les bandits, récupéraient les biens volés et, en même temps, négociaient le pardon des voleurs en échange d'une commission. Cela paraissait une solution raisonnable en temps d'anarchie. Mais il y avait un problème. Ces mêmes vigilants étaient, bien souvent, les bandits eux-mêmes. Ainsi naquirent les premières cellules mafieuses. Des groupes offrant protection en échange de loyauté, d'obéissance et surtout d'argent. Le concept d'extorsion le paiement, pour éviter des dommages, s'institutionnalisa. Celui qui ne payait pas en subissait les conséquences. Vol, incendie, agression. La mafia devint juge, police et bourreau. Et avec le temps, cette structure informelle de protection se consolida en quelque chose de bien plus sombre, un système de pouvoir parallèle. La logique était simple et brutale.
Celui qui refusait de payer pour la protection en subissait les conséquences. Incendies, vols, vandalisme systématique. Et si la résistance persistait, arrivaient les menaces, les passages à tabac, ou pire encore. Les messages étaient toujours publics, exemplaires. Personne ne pouvait douter de ce qui arrivait si l'on défiait la mafia. L'objectif était clair, inspirer la peur. Le résultat, l'obéissance. Et tandis que les autorités de l'État étaient incapables de garantir l'ordre, quelque chose d'encore plus alarmant se produisit. L'État lui-même fit appel à la mafia. Dans une tentative désespérée de freiner des bandes criminelles plus violentes, des fonctionnaires italiens demandèrent de l'aide au clan mafieux. En échange, ils détournèrent le regard. Ce fut l'erreur. Ce qui devait être une mesure temporaire devint un accord tacite. Les mafieux gagnèrent de l'influence, des connexions politiques, et commencèrent à tisser des alliances avec des candidats en échange de votes. Si un politicien voulait gagner des élections en Sicile, il avait besoin du soutien ou du moins de la permission de la mafia. Le crime organisé ne faisait pas que survivre. Il prospérait. Les capos offraient une sécurité aux grands producteurs d'oranges et de citrons, contrôlaient les prix du marché, manipulaient les exportations et agissaient comme intermédiaires entre les paysans et les commerçants. Même l'Église catholique, avec de vastes propriétés sur l'île, dépendait d'eux pour gérer ses terres et traiter avec les locataires. Mais le plus inquiétant était l'attitude du peuple. Les Siciliens cessèrent de s'adresser à l'État. Pour résoudre les différends, pour réclamer justice ou chercher protection, ils allaient vers la mafia. Et ainsi, sans s'en rendre compte, ils légitimèrent son pouvoir. Dans cet écosystème fermé, une règle s'imposa avec force, le silence. Omerta, un code non écrit, mais indestructible. Parler aux autorités était une trahison. Dénoncer, c'était signer sa propre condamnation à mort. Celui qui rompait le silence mourait, et celui qui le gardait survivait. En 1864, le phénomène était déjà visible pour ceux qui savaient observer. Nicola Turisi Colonna, commandant de la garde nationale de Palerme, avertit publiquement de l'existence d'une secte criminelle qui agissait en toute impunité en Sicile. Il ne s'agissait pas de simples bandits ruraux. L'organisation, selon ses mots, comprenait aussi bien de petits agriculteurs et bergers que des contrebandiers et de riches propriétaires terriens. Ils avaient des signes secrets pour se reconnaître entre eux, offraient une protection contre de l'argent. Et le plus inquiétant, ils ne craignaient pas les autorités. Leurs membres obéissaient à un code de silence rigide omerta et se moquaient ouvertement du système judiciaire. Colonna écrivit « Chaque jour, les jeunes les plus brillants de la campagne s'affilient. Une secte qui donne et reçoit protection, et qui vit du commerce illégal. C'était un ennemi invisible qui se renforçait dans l'ombre, nourri par la méfiance de la population envers l'État. Un an seulement plus tard, en 1865, les autorités italiennes utilisèrent pour la première fois le terme qui allait tout changer. Mafia. Dans une communication officielle envoyée de Palerme à Rome, le phénomène cessait d'être une rumeur pour devenir une catégorie criminelle. Et dans les décennies suivantes, les données confirmèrent ce que beaucoup redoutaient. Entre 1898 et 1900, le chef de la police Ermanno Sangiorgi identifia au moins 8 clans mafieux actifs, rien qu'à Palerme, avec plus de 670 membres documentés. Leurs crimes couvraient tout le spectre du crime organisé. Falsification, enlèvement, pots de vin, manipulation de témoins, vol et assassinat. Mais il y avait aussi autre chose. Les clans maintenaient des fonds communs pour subvenir aux besoins des familles des membres emprisonnés et payer les avocats de la défense. Une structure interne solide, cohésive et, surtout, fidèle à un principe fondamental. Le silence est pouvoir. Au début du XXe siècle, la mafia n'était plus une ombre. Elle faisait partie du paysage social sicilien, intégré à tous les niveaux, économique, politique et culturel. Mais en 1922, le tout nouveau premier ministre d'Italie, Benito Mussolini, décida que cela devait cesser. Le dictateur fasciste, obsédé par le contrôle absolu de l'État, n'était pas disposé à tolérer une structure parallèle défiant son autorité. Et la mafia, avec son influence locale, sa loyauté envers ses propres codes,
et son pouvoir silencieux représentait précisément cela, un défi à l'État fasciste. En 1924, lors d'une visite en Sicile, Mussolini fut accueilli dans le village de Piana degli Albanesi par le maire Francesco Cuccia. Mais Cuccia n'était pas seulement une autorité locale, il était aussi un chef mafieux. Lorsqu'il vit que Mussolini était arrivé avec une escorte armée, il se sentit offensé. Il dit au dictateur qu'il n'avait pas besoin de protection, qu'il était sous sa garde. Le message était clair. En Sicile, le véritable pouvoir ne portait pas d'uniforme. Mussolini entra dans une rage folle, et il le prit comme une déclaration de guerre. En 1925, il lança une offensive sans précédent contre la mafia. Il nomma à la tête de l'opération Cesare Mori, connu comme le préfet de fer. Mori arriva en Sicile avec des pouvoirs extraordinaires et une petite armée de policiers, miliciens et carabiniers. Sa mission, démanteler la mafia, quoi qu'il en coûte, et le prix fut élevé. Il utilisa des tactiques impitoyables. Arrestations massives, confiscation, torture, humiliation publique. Si un mafieux s'échappait, Mori arrêtait sa femme, ses enfants, voire ses animaux. Il brûlait les récoltes, vendait les propriétés, brisait la volonté par la peur. Entre 1925 et 1928, plus de 11 000 personnes furent arrêtées. Les aveux, souvent obtenus sous la torture, conduisirent à des centaines de condamnations. Le crime, pendant un temps, diminua drastiquement. Mais la répression avait un piège. La majorité des condamnés étaient des paysans pauvres, tandis que les grands chefs s'enfuyaient ou se repliaient dans le silence. Lorsque Mori fut rappelé à Rome en 1929, la campagne prit fin. La mafia avait été frappée, mais pas anéantie. Elle attendait simplement son moment pour renaître. Dans l'univers fermé de la mafia sicilienne, appartenir à la Cosa Nostra n'est pas une décision. C'est un serment éternel. L'un des témoignages les plus révélateurs sur le rituel d'initiation vient de Giovanni Brusca, membre du clan des Corleonesi, impliqué dans l'assassinat du juge Giovanni Falcone. Après son arrestation en 1996, Brusca viola le code d'Omerta et décrivit en détail la cérémonie qui fit de lui un homme d'honneur. Elle eut lieu dans une maison de campagne lors d'un banquet. À la fin du repas, il fut conduit dans une salle où l'attendaient plusieurs mafieux. Sur la table, un pistolet, une dague et une image de la Vierge Marie. Le message était clair. Le crime cohabitait avec la religion, la violence avec la foi. Là, il fut interrogé sur son engagement, sa disposition à tuer et sa loyauté inconditionnelle. Lorsque ses réponses convainquirent les présents, le chef du clan, Salvatore Riana, lui piqua le doigt avec une aiguille et tacha l'image sacrée de son sang. Ensuite, l'image fut enflammée et placée dans ses mains. Pendant qu'elle brûlait, Riina prononça les mots qui scellaient le pacte. « Si tu trahis la Cosa Nostra, ta chair brûlera comme ce sang. » Ce n'était pas une métaphore. C'était un avertissement. Le feu symbolisait la fin de sa vie antérieure et la naissance d'un mafieux. À partir de cet instant, son âme appartenait à l'organisation. La structure de la Cosa Nostra était hermétique par conception. Pour éviter les infiltrations, même un mafieux ne pouvait approcher un autre sans une présentation formelle faite par un tiers de confiance. Même entre père et fils, l'appartenance devait être validée par un autre membre. Dans les années 1950, un jeune mafieux, initié aux États-Unis, revint en Sicile. Mais il ne pouvait pas dire à son propre père qu'il faisait déjà partie de l'organisation. Il dut attendre qu'un mafieux américain voyage avec lui et le présente officiellement à son père. Parce que dans la mafia, le sang ne suffit pas. La loyauté doit être certifiée. Faire partie de la Cosa Nostra ne signifiait pas seulement une cérémonie. C'était accepter un ensemble de règles non écrites, plus strictes que n'importe quelle loi et plus mortelles si elles étaient enfreintes. Seuls les hommes d'origine sicilienne pouvaient être considérés pour y entrer. Et tous les Siciliens ne qualifiaient pas. Ceux qui avaient des liens familiaux avec des policiers, des juges ou d'autres figures de l'État étaient automatiquement exclus. Il n'y avait pas d'âge minimum. On connaît des cas de jeunes initiés à peine âgés de 16 ans. Ce qui importait, ce n'était pas la maturité, mais les qualités, courage, obéissance aveugle, discrétion absolue et absence de compassion. Parce que tôt ou tard, le meurtre serait exigé. Non pas comme un métier,
mais comme une preuve définitive de loyauté. Tuer un autre être humain scellait l'engagement envers l'organisation et garantissait que le nouveau membre ne pourrait pas parler sans s'incriminer lui-même. Rompre le silence, comme toujours, signifiait la mort. Et dans de nombreux cas, celle de ses proches également. Dans la logique interne de la mafia, s'adresser à la police après un crime était un signe de faiblesse. Les problèmes se réglaient en interne. Dénoncer quelqu'un même en tant que civil, c'était franchir une ligne invisible qui pouvait coûter la vie. En 1987, le mafieux devenu informateur Antonino Calderón décrivit comment un clan typique était structuré. À la base se trouvaient les soldats, organisés en groupes de 10 à 30 hommes, dirigés par un capot. Chaque capot répondait à un chef de famille, qui à son tour disposait d'un sous-chef, underboss, et d'un consigliere ou conseiller, chargé d'assister notamment dans les questions économiques. 3 familles ou plus formaient un district, ou mandamento, et le leader de chaque district participait à un organe supérieur, une sorte de parlement interne de la Cosa Nostra. Bien que la mafia américaine soit issue de ses racines siciliennes, Calderón précisa clairement qu'il s'agissait d'organisations distinctes. Être membre en Amérique ne garantissait pas la reconnaissance en Sicile. La hiérarchie était sacrée, le pouvoir soigneusement réparti, et la succession toujours prévue. Si le chef tombait, son successeur était presque toujours un fils, un neveu ou un frère. Le sang, encore une fois, assurait la continuité du pouvoir. Au sein de la Cosa Nostra, le pouvoir ne s'exerçait pas seulement avec des armes, mais avec intelligence. L'un des postes clés de la structure est celui du consigliere, ou conseiller. Sa fonction est de conseiller le chef, notamment dans les affaires financières et stratégiques. Mais même lui doit obéir aux règles les plus sacrées de l'organisation. Certaines décisions comme l'assassinat d'un politicien, d'un policier ou d'un membre de la mafia ne peuvent pas être prises à la légère. Elles doivent être approuvées par les niveaux les plus élevés, parce que dans la mafia, tuer est aussi un acte politique. Le cinéma a popularisé la figure du don, mais le titre existait bien avant les films. En Sicile, don était une marque de respect, réservée aux hommes d'autorité et de réputation. Hollywood n'y a ajouté que du drame. Antonino Calderón, l'un des informateurs les plus importants de l'histoire, parla aussi des commandements internes que devaient suivre les soi-disant hommes d'honneur. Ne pas toucher aux femmes d'autres membres, ne pas voler d'autres mafieux, ni se battre avec eux. Ne pas tuer un autre membre, à moins que ce ne soit absolument nécessaire. Ne jamais parler à la police. Garder un silence absolu sur l'organisation. Ne pas se présenter directement à un autre mafieux sans intermédiaire. Maintenir une apparence soignée. Ne pas consommer ni trafiquer de drogue. Et une règle supplémentaire. Ne jamais laisser de traces écrites des activités du clan. Ni une liste, ni un schéma, ni une note. Michael Cavataio, connu sous le nom d'Il Cobra, a pris cette leçon de la pire des manières. En 1969, en pleine trêve entre clans rivaux de Palerme, Cavataio présenta une carte sur laquelle il avait délimité les territoires mafieux et suggérait comment réorganiser le pouvoir dans la ville. Il la montra lors d'une réunion de paix. Mais au lieu d'impressionner, il provoqua la fureur. Déjà sous suspicion de trahison, Cavataio fut marqué pour mourir. Une escouade de tueurs à gages, avec approbation collective, l'exécuta lui et 3 de ses hommes lors du tristement célèbre massacre de la Via Lazio. Son corps fut retrouvé, mais la carte ne réapparut jamais. Ce silence final, cette absence de preuves, résume l'essence de la Cosa Nostra. Ce qui n'est pas écrit ne peut être prouvé, et ce qui ne peut être prouvé n'existe pas. À la fin du XIXe siècle, la mafia trouva une nouvelle terre fertile, les États-Unis. Entre 1800 et 1914, près de 4 millions d'Italiens émigrèrent en Amérique. Beaucoup d'entre eux venaient du sud du pays et de Sicile, fuyant la pauvreté, la faim et le manque d'opportunités. New York fut l'une des destinations les plus courantes, et dans des quartiers comme Little Italy ou East Harlem, les nouveaux arrivants trouvèrent des ghettos misérables, de la discrimination, et aussi une forme de survie importée de leur terre natale, le crime organisé. La mafia traversa l'océan avec les immigrants, mais sur le sol américain, elle évolua. À Brooklyn naquit la Camorra américaine, une branche de l'organisation napolitaine. Et à Manhattan, l'une des premières mafias siciliennes à se consolider
fut la famille Morello, également connue sous le nom de la bande de la 107 rue. Son fondateur, Giuseppe Morello, émigra de Corleone en 1893 et imposa rapidement sa domination sur Italian Harlem. Son bras droit était Ignazio Lupo, surnommé le Loup, qui contrôlait Little Italy. Ensemble, ils établirent des alliances avec des figures de haut niveau, comme Don Vito Cassioferro, un mafieux sicilien qui servait de lien entre les continents. En 1903, ils organisèrent une opération de contrefaçon à grande échelle, des billets de $5 imprimés en Sicile et introduits clandestinement aux États-Unis. Mais leur méthode la plus infâme fut connue sous le nom de « meurtre du tonneau », une technique brutale pour se débarrasser des cadavres sans laisser de traces. Ils furent également des pionniers dans une autre pratique qui deviendrait la norme, le blanchiment d'argent. Ils utilisaient des entreprises légitimes restaurants, boutiques, blanchisseries pour dissimuler les revenus illicites, et ils raffinèrent l'extorsion. Au lieu d'exiger de grosses sommes d'un coup, ils percevaient de petites sommes hebdomadaires, ce qui garantissait des revenus constants. Sans ruiner la victime, le crime devint une entreprise, et l'entreprise, un pouvoir. Mais comme dans toute expansion, les conflits étaient inévitables. En 1930, lors de la guerre mafieuse de Castellammare, Giuseppe Morello fut assassiné. Le sang continuait de couler dans les rues d'Amérique. Dans l'histoire du crime organisé aux États-Unis, il y eut un moment clé, un tournant qui transforma de simples bandes de rue en empire mafieux. Ce ne fut pas un assassinat, ni une réunion de grands chefs, ce fut une loi. En 1919, portée par le Mouvement pour la tempérance, la 18 amendement à la Constitution fut adopté. Avec lui naissait la prohibition, l'interdiction de fabriquer, transporter et vendre de l'alcool dans tout le pays. L'objectif était clair, éradiquer l'alcoolisme, la violence domestique et la corruption morale. Mais le résultat fut exactement l'inverse. Selon l'historien John Dickey, cette législation formalisée sous le nom de Volstead Act fut le plus grand cadeau jamais offert au crime organisé. En l'absence de boissons légales, un commerce clandestin de plusieurs millions de dollars vit le jour. De la production d'alcool à sa distribution dans les bars secrets et speakeasy, la mafia prit le contrôle de toute la chaîne. L'alcool coulait. Et l'argent aussi. Les gangsters devinrent des figures quasi mythologiques, des pirates modernes du XXe siècle. Ils étaient craints, admirés, parfois même célébrés par une partie de la population. Le mafieux Jimmy the Weasel Fratiano, de la famille criminelle de Los Angeles, résuma le phénomène des années plus tard. « Je n'ai jamais tué un innocent. Tous étaient des gangsters. Eux aussi étaient des tueurs. Mais la violence était bien réelle. Dans des villes comme Chicago, les rues se teintèrent de sang pour le contrôle du commerce. Pendant les années de la Prohibition, rien que dans le comté de Cook, plus de 700 personnes furent tuées dans des affrontements entre bandes rivales. L'un des noms les plus mémorables de cette époque est celui d'Al Capone. Né à Brooklyn de parents italiens, Capone fut le visage visible de la mafia à Chicago. Charismatique, brutal, et pourtant aimé par certains, il devint le symbole d'une époque. Le 14 février 1929, ces hommes, déguisés en policiers, assassinèrent 7 membres du gang rival de Bugs Moran. Ce fut le tristement célèbre massacre de la Saint-Valentin. Après cela, la presse le baptisa ennemi public numéro 1. Des décennies plus tard, le mafieux sicilien Giovanni Brusca, après une visite au New Jersey, révéla une différence fondamentale entre les clans d'Amérique et ceux d'Italie. Il déclara avoir été horrifié de voir comment les mafieux américains parlaient ouvertement, emmenaient leurs maîtresses aux réunions et se comportaient comme des célébrités. Selon ses propres mots, en Sicile, personne ne parlerait ainsi, ni en public ni en privé. Là-bas, chacun sait ce qu'il doit savoir. Et rien de plus. Dans les années 1930, tandis que la mafia sicilienne résistait en silence depuis l'ombre, un nouvel empire criminel naissait à New York. Plus organisé, plus structuré et plus ambitieux. Son architecte était un homme obsédé par l'histoire antique, Salvatore Maranzano, surnommé Little César, pour son admiration envers l'Empire romain. D'origine sicilienne, Maranzano émergea comme figure dominante après une guerre interne sanglante. Sa victoire sur Giuseppe,
Joe the Boss Masseria fit de lui le leader incontesté du crime organisé à New York. Et il se donna un titre inédit, Capo di tutti capi, le chef de tous les chefs. Mais son règne fut bref. Le jeune Charles Lucky Luciano, ambitieux et pragmatique, comprit qu'un pouvoir centralisé ne ferait que générer des conflits. Il fit assassiner Maranzano. Et avec lui, abolit la figure du chef suprême. À sa place, il établit une structure collégiale, avec des règles claires, une hiérarchie définie et des territoires délimités. Ainsi naquirent les légendaires 5 familles de New York. Chaque famille avait un chef, un sous-chef, des capots, des soldats et des associés. Seuls pouvaient être membres à part entière les hommes de sang italiens, de préférence siciliens. Et pour être fait, c'est-à-dire initié formellement, il fallait avoir démontré une loyauté absolue et une disposition à tuer. Luciano fut choisi pour superviser non seulement les familles de New York, mais aussi d'autres organisations comme la Chicago Outfit et la Mafia de Buffalo. Sous sa direction, la mafia américaine entra dans son âge d'or. Pendant des décennies, cette structure fonctionna avec efficacité, discrétion et brutalité. Et bien que tout le monde le sût, personne ne le disait à voix haute. Cela changea en 1963, lorsque Joseph Valachi, un membre de la mafia new-yorkaise, brisa le code du silence devant une commission du Sénat. Il fut le premier mafieux à reconnaître publiquement l'existence de la Cosa Nostra américaine. Il nomma les 5 familles par leur nom, Bonanno, Colombo, Gambino, Genovese et Lucchese. Dès lors, les autorités ne pouvaient plus prétendre à l'ignorance. L'ennemi avait une structure, des noms et un visage. En 1943, un demi-million de soldats alliés envahirent la Sicile. L'île, occupée par l'armée fasciste, s'effondra en quelques jours, et avec l'effondrement, vint le chaos. Les institutions furent démantelées, les maires fascistes déposés, les prisons furent vidées, le banditisme ressurgit, le marché noir prospéra. En seulement 6 mois, la police et les carabiniers furent dissous, et dans un vide de pouvoir absolu, les anciens clans mafieux revinrent en force. Certains occupèrent même des postes gouvernementaux. L'un d'eux fut Don Calogero Visini, chef mafieux d'une grande influence, qui assuma un rôle de pouvoir local sous le bienveillant regard des Alliés. Un autre fut le violent et analphabète Giuseppe Genco Russo. Dans les années 50, le légendaire mafieux new-yorkais Joseph Bonanno retourna en Sicile. Il savait que le marché de la drogue croîtrait de façon exponentielle en Amérique et décida d'assurer son contrôle depuis l'origine. Il forma une commission mafieuse sicilienne chargée de régler les différends et de consolider les alliances. Mais la paix ne devait pas durer. En 1962 éclata la première guerre mafieuse. Tout cela pour une cargaison de drogue arrivée incomplète. Des civils, des policiers et des militaires moururent. Près de 2000 arrestations furent effectuées, et les capots durent se cacher pendant des années. Cependant, dans les années 70, la mafia sicilienne traversa de nouveau l'Atlantique, cette fois pour contrôler la distribution d'héroïne aux États-Unis. En peu de temps, elle dominait 80% du marché dans le nord-est du pays. La violence monta de nouveau dans les années 80. Dirigé par le impitoyable Salvatore Toto Riina, surnommé « La Bête », les Corleonesi entamèrent une purge interne sans précédent. Des milliers moururent. Quiconque dont la loyauté n'était pas absolue. L'un de ses tueurs les plus redoutés, Giovanni Brusca, avoua avoir tué entre 100 et 200 personnes. Ni les alliés, ni les innocents n'étaient à l'abri. Mais cette fois, l'État ne resta pas les bras croisés. En 1986, commença le Maxi Processo de Palerme, le plus grand procès contre la mafia de l'histoire italienne. Il dura 22 mois, se déroula dans un tribunal blindé et produisit 342 condamnations. Le total des peines dépassait 200 ans de prison. La réponse de la mafia fut atroce. En 1988, un juge et son fils furent assassinés. En 1991, un entrepreneur et un procureur anti-mafia. Et en 1992, le coup le plus dur arriva. Giovanni Falcone, le magistrat symbole de la lutte contre la mafia, fut assassiné avec 400 kilos d'explosifs. 2 mois plus tard, son collègue et ami Paolo Borsellino fut également tué, avec 5 gardes du corps. L'indignation publique fut immense.
Et lorsque Toto Riina fut capturé en 1993 et condamné à 26 peines de réclusion à perpétuité, la guerre prit fin. Une période connue sous le nom de Pax Mafiosa fut instaurée. Pas d'attentats publics, pas de morts visibles, seulement le silence et les affaires. Mais le vide de pouvoir ne dura pas. À la fin des années 90, la mafia calabraise, connue sous le nom de 'Ndrangheta, prit le contrôle du trafic de drogue. Et bien que la Cosa Nostra ait perdu de sa force, elle ne disparut jamais. En 2018, on découvrit que la mafia sicilienne et l'américaine avaient créé une entreprise d'exportation alimentaire comme couverture. Il existait des liens avec la famille Gambino et des opérations qui reliaient la Sicile à Brooklyn, Staten Island et au New Jersey. Comme l'a écrit le journal La Repubblica, de la Sicile aux États-Unis, la vieille mafia est de retour. Il semble incroyable de penser que l'émergence de l'un des empires criminels les plus puissants du monde s'explique du moins en partie par Napoléon et les citrons. Depuis ses origines rurales en Sicile, jusqu'à devenir un réseau international qui contrôlait l'extorsion, les paris, la contrebande, le trafic de drogue et les meurtres à gages, la mafia a été une machine de pouvoir, d'argent et de mort. Mais au-delà de ces crimes, la mafia a également laissé une empreinte profonde dans la culture populaire. Des séries comme Les Sopranos, des films comme Le Parrain ou Les Affranchis, et même des jeux vidéo comme Grand Theft Auto ont porté ces histoires à des millions de personnes. Des histoires qui, bien que parfois romancées, continuent d'exercer une étrange fascination. Peut-être parce qu'au fond, elles parlent d'ambition, de trahison, de famille, de pouvoir et de silence. Des histoires qui, en réalité, nous obligent à regarder le pire pour mieux comprendre ce que nous sommes. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers la véritable histoire de la mafia sicilienne. Si vous avez aimé ce documentaire, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et laissez-nous un commentaire pour nous dire quelle partie vous a le plus marqué ou quel sujet vous aimeriez que nous abordions dans de futures vidéos. Votre soutien nous permet de continuer à enquêter, produire et raconter ces histoires avec rigueur et profondeur. À la prochaine.